La semaine de la pop philosophie saison 15 présente Liberté, équité, solidarité. Une approche philosophique, sociologique, artistique, littéraire et pop à la fois. Du libre arbitre à l'éloge de l'inégalité, de la liberté du saumon au nouveau visage de la censure. Bonjour d'être ici aujourd'hui, troisième donc, journée de la 15e édition de Pop Philosophie. Hier, on a entendu Françoise Gaillard nous faire un éloge de l'égalité comme principe supérieur de justice. Et on a parlé d'équité aussi, elle a parlé d'équité aussi comme régulatrice des inégalités et finalement aboutissant à une sorte de segmentation sociale. Aujourd'hui, donc Philippe Delsol va faire un éloge de l'inégalité. Philippe Delsol est avocat, essayiste bien connu, notamment donc de l'éloge de l'inégalité qui est paru aux Belles Lettres, l'injustice fiscale ou l'abus de bien commun chez Desclée de Brouwers, et un autre essai qui pourra éclairer cette conférence, Civilisation et libre arbitre, toujours chez Desclée de Brouwers. Donc Philippe Delsol est avocat et également président et administrateur de l'Institut de recherche économique et fiscale à Paris. Voilà, je vais lui donner la parole. Merci. Eh bien, je vous remercie. Bonjour à tous. Merci d'être venus en dépit de la provocation du titre de cette conférence, éloge de l'inégalité. Alors qu'aujourd'hui, l'égalité est partout, l'égalité est la cause de tout, ou la raison de tout, alors que, de mon point de vue, il faut être beaucoup plus nuancé, d'où ce titre un peu provocateur, d'éloge de l'inégalité, comme, mais c'est sans prétention, un autre très grand philosophe, Erasme, nous parlait de l'éloge de la folie pour, disait-il, remettre de la raison dans l'approche précisément de la philosophie. Et c'est la même intention qui préside à ce titre, parce que si aujourd'hui on veut mettre l'égalité partout, en réalité, je le comprends d'une certaine manière, car l'égalité, ou plus exactement l'inégalité, a été de toujours une grande question humaine, anthropologique. Si vous regardez les mythes ou les grandes religions, elles imaginent toutes, plus ou moins, à l'origine, une situation parfaite, idéale, un paradis terrestre, où les hommes vivent en harmonie, c'est-à-dire aussi égaux. On pourrait imaginer des harmonies dans l'inégalité, mais c'est vraiment le mythe un peu de l'égalité aussi. Rousseau nous le dira plus tard, j'y reviendrai. Et en fait, l'homme s'interroge, dès qu'il apprend à penser, l'homme s'interroge sur finalement la rupture d'unité, qui est en même temps une rupture d'égalité, qu'il vit, parce que l'homme voit bien que la violence est partout, que la recherche d'inégalité est partout, et que cette rupture d'inégalité est un désordre, cette rupture d'égalité, cette rupture d'unité est un désordre, c'est une dissension, c'est un scandale, nous disent les philosophes antiques, que ce soit Héraclite, Parménide, Empédocle et d'autres. C'est un scandale, et donc il s'interroge pour savoir comment retrouver cette unité et cette égalité perdue. Et en fait, très tôt, c'est le juriste qui parle bien sûr, mais en même temps la philosophie le dit, très tôt, l'homme va trouver
le moyen d'essayer à la fois de comprendre et surtout de réparer ce désordre par le droit. En même temps que par la philosophie, bien sûr, ces auteurs, ces penseurs, sont-ils déjà philosophes? Je ne sais pas, ils pensent, donc ils le sont. Héraclite, Parménide reviennent à l'unité en disant qu'elle produit à la fois de l'harmonie et du désordre, et que justement, il faut aider à choisir le bon côté des choses. Mais en même temps, la société, la pensée acceptée par la société va dire le moyen de revenir à plus d'égalité, c'est le droit. Et on a effectivement d'autres penseurs, comme très tôt en Grèce, Hésiode, qui nous disent, bien, les animaux, on le voit, sont pleins de violence, ils se mangent les uns les autres, mais aux hommes, Dieu a donné autre chose. Il a donné ce qui s'appelle la dike. La dike en grec ancien, c'est le droit. Et effectivement, le premier code qu'on connaît, peut-être qu'il y en a eu d'autres avant, mais c'est peu probable, le premier code humain qui apparaît, c'est dans la Babylone d'il y a 2000 ans, donc il y a 4000 ans pratiquement, 2000 ans avant Jésus-Christ, et avec un roi qui s'appelle Hammurabi, ou Hammurapi, comme vous voulez, qui fait écrire quelques lois. Et la loi principale qui est établie à ce moment-là, alors ça va vous faire réagir un peu parce que ce n'est pas une loi qu'on aime tellement, on la décrit d'habitude. C'est la loi du talion. La loi du talion, c'est quoi? C'est œil pour œil, dent pour dent. C'est l'égalité. Tu as tué ma fille, je tue ta fille. Tu l'as violée, je la viole. La tienne, cette fois-ci. C'est la loi du talion. Mais la loi du talion, c'est un progrès considérable par rapport à la violence plus brutale, plus nue, qui existait avant, qui était celle, finalement, de la revanche absolue. Tu as tué mon fils, je détruis ta ville, ou ton village. Donc la loi du talion est une loi d'égalité qui vient justement répondre à ce besoin exprimé par les hommes. Et les Grecs vont continuer à penser, les Romains vont leur emprunter, mais eux, ils vont préférer d'ailleurs le droit pratique au droit conceptuel, mais ils vont arriver à la même conclusion. Et Aristote en particulier va nous dire, et je crois que je rejoins là ce qui a été dit, que je n'ai malheureusement pas entendu hier par Françoise Garde, mais en fait, la philosophie grecque va nous dire, eh bien, pour vivre ensemble, il faut établir l'égalité, mais sous deux formes différentes. La justice distributive, qui n'a rien à voir avec la redistribution sociale d'aujourd'hui, et la justice commutative. Alors la justice distributive, c'est la justice plutôt publique, qui est celle qui consiste à confier les fonctions publiques, les honneurs, les représentations à ceux qui en sont capables et donc dignes. C'est donc une justice de proportion, une égalité de proportion. Mais la justice commutative, elle est, de mon point de vue, beaucoup plus importante. Elle consiste à dire qu'il faut favoriser la liberté et les échanges entre hommes, de tous les échanges possibles, de produits, de services et autres, à condition qu'ils se fassent sous le bénéfice du principe d'égalité. D'égalité, on y reviendra bien sûr, mais d'égalité ressentie en quelque sorte. L'égalité n'est pas toujours quelque chose qu'on peut peser, qu'on peut mesurer, c'est la satisfaction égale de chacun, ce qui suppose la liberté. Et ce principe d'égalité va en fait, dans la justice commutative, va en fait imprégner le droit romain, à peu près à la même époque d'ailleurs. Tout ça naît, Aristote c'est un peu plus tardif, c'est le IVe siècle avant Jésus-Christ, mais déjà avant on a une justice écrite, les 12 tables à Rome, un siècle avant, en 450 avant Jésus-Christ, qui en fait partent de ce principe-là. Et ces principes vont en fait irradier tout l'Occident. C'est-à-dire que la civilisation occidentale, qui naît sur l'ensemble des rives de la Méditerranée, à l'époque, la Méditerranée, c'est le monde romain, tout autour de la Méditerranée,
Et le monde romain, en fait, il est grec de culture, parce que la culture grecque a totalement, presque totalement, bien sûr, le monde romain l'a modifié, mais irradié, imprégné le monde romain. Et donc, ce droit, jusqu'à la fin du monde romain, c'est-à-dire jusqu'à, on va dire, l'empereur Justinien en Occident méditerranéen, va donc être vécu sous le principe de cette égalité commutative. Puis on va perdre le droit, mais on va le redécouvrir, le droit romain, on va le redécouvrir vers le XIe siècle à Bologne, et on va en même temps redécouvrir la philosophie grecque qui a imprégné ce droit, c'est-à-dire qu'on va découvrir Aristote, qu'on n'avait pas totalement perdu d'ailleurs, c'est un peu plus compliqué que ça, mais qui va être retraduit et recommandé en Occident. Et donc, ce droit commutatif, cette justice commutative, elle va à nouveau réimprégner l'ensemble du droit occidental. Mais, ceci dit, en même temps, la justice distributive va peut-être, d'une certaine manière, prendre plus de poids, c'est-à-dire que l'Occident va un peu s'enfermer dans des ordres, dans des privilèges, dans des droits corporatifs qui vont figer le droit en figeant des avantages accordés aux uns et pas aux autres, ce qui est contraire à la justice grecque et romaine dont je vous parlais dans le principe. Donc on va un peu perdre de vue cette justice commutative, mais elle reste quand même dans le principe à la racine de toute notre civilisation. Et au fond, la Révolution française, évidemment je suis extrêmement caricatural, j'en ai bien conscience, parce que je n'ai que 45 minutes, ce qui est déjà peut-être beaucoup pour vous, mais très peu pour moi. Et donc, en fait, la Révolution française va venir rendre à la justice commutative toute sa force en l'amplifiant, puisque le principe de 1789, les principes de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est le respect de l'égalité, mais c'est le respect de l'égalité devant la loi, devant le droit. Nous avons tous les mêmes droits, il n'y a plus de privilèges, nous avons tous les mêmes droits, et nous avons tous la même dignité. C'est au même moment, tout petit peu avant, que Kant nous dira, le grand philosophe allemand, dont la Révolution est d'une certaine manière imprégnée, elle aussi, nous dira que, en fait, l'homme doit être toujours considéré comme une fin et jamais comme un moyen. Donc c'est l'homme en tant que personne qui est vraiment l'entité qui doit être respectée dans un principe d'égalité devant la loi. Ce principe d'égalité devant la loi va être tout à fait fondateur pour toute l'histoire que nous avons vécue depuis la Révolution française. Alors, je dis la Révolution française parce que c'est elle qui a été considérée, on peut dire à tort ou à raison, mais comme la lumière du monde, elle s'en prévalait en tout cas, alors même qu'on pourrait dire qu'avant elle, depuis un siècle, et voire un peu plus, l'Angleterre avait déjà adopté dans les faits des principes assez analogues. Donc, mais comme toujours, les bonnes idées, enfin les idées, bonnes ou mauvaises d'ailleurs parfois, elles arrivent au même moment. Par contre, certains peuvent avoir des bonnes idées et ne pas les faire rayonner, puis d'autres les font mieux rayonner. C'est ce qui est arrivé. Mais ces idées, elles vont présider à la croissance du monde. Et je vais expliquer comment. Alors vous allez me dire que je dis éloge de l'inégalité et que je ne vous parle que d'égalité pour le moment. C'est précisément que les choses sont très imbriquées. En fait, ce principe d'égalité devant la loi va libérer les talents, les forces vives, les envies de faire, d'échanger. Et c'est effectivement l'échange qui va être augmenté de manière considérable par le fait que la société ne sera plus figée. Ça n'est plus l'ensemble des lois, enfin ce n'était pas toujours des lois écrites au sens où on l'entend aujourd'hui, mais l'ensemble des dispositions légales qui présidaient à toute l'activité économique, sociale, intellectuelle, qui vont être rompues
et finalement ouvrir à la liberté. Et cette liberté des échanges, eh bien, elle va être créatrice. Alors pourquoi est-ce que l'échange libre, car ce sont les deux principes de cette révolution qui s'accomplit à ce moment-là, pourquoi est-ce que l'échange libre favorise cette créativité, donc favorise la richesse? Eh bien parce que dans le principe, alors sur le plan économique, mais ça pourrait être sur tous les plans, dans le principe, l'échange libre, c'est bien en fait le moyen pour chacun des deux échangistes, d'y gagner quelque chose. Vous ne donnez pas 1 € et quelques à votre boulanger pour acheter une baguette si vous ne considérez pas que la baguette que vous achetez est pour vous un avantage, et le boulanger ne vous la vend pas s'il ne considère pas que 1,30 €, c'est un bon prix pour lui, qu'il y gagne quelque chose. Chacun va y gagner quelque chose. Vous allez vous nourrir comme vous aimez le faire, parce que vous avez été chez le boulanger qui fait les bonnes baguettes, et même si elle est peut-être un peu plus chère que les autres d'ailleurs, c'est-à-dire que vous la voudrez vraiment celle-ci, et le boulanger il l'a faite un peu plus chère parce qu'il sait qu'elle est bonne et il va y gagner aussi. Mais peut-être que vous aurez pris au contraire la plus économique, parce que pour vous c'est plus important de faire une économie sur la baguette, vous serez donc content, vous aurez aussi gagné quelque chose. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que l'échange va ajouter de la valeur, va créer de la valeur ajoutée pour les deux parties. Alors je vais donner un autre exemple, un peu plus compliqué, pour vous le démontrer, parce que c'est à la base du processus d'égalité, car c'est bien un principe d'égalité, mais qui va, on va le voir, créer de l'inégalité. D'où d'ailleurs l'éloge de l'inégalité. Prenons l'exemple d'un fabricant d'ordinateurs. Pour fabriquer un ordinateur, il faut des centaines et des centaines de petites pièces, diverses et variées, qu'on trouve parfois tout autour du monde. Chacun de ces fabricants de petites pièces, plastiques, métalliques ou peu importe, électroniques, va donc vendre ces pièces à un monsieur qui a conçu, à une entreprise qui a conçu, et qui va assembler, et qui va revendre l'ordinateur. Tout le monde va être content de participer à ce processus. Le fabricant chinois qui vend des petites pièces métalliques, celui qui est chinois aussi, mais de l'autre côté à Formose, comme on disait, et qui va vendre ses puces, puisque c'est là que se fabriquent les puces, il va être content aussi. Et l'entreprise, souvent américaine, qui fabrique l'ordinateur, eh bien, elle va rassembler tout ça. Elle l'a pensé, elle a acheté aussi un concept, ou elle l'a fabriqué, et elle va revendre l'ordinateur, et tout le monde va y gagner. Donc dans cet échange, tout le monde est gagnant, certains plus que d'autres. Ceux qui conçoivent en général sont plus gagnants parce qu'ils ont ajouté à la fabrication d'une pièce, qui mérite aussi une conception, mais plus simple, un projet intellectuel qui mérite d'être rémunéré, mais tout le monde va être gagnant. Il n'empêche qu'on va créer de la richesse, puisqu'on va finalement mettre sur le marché des ordinateurs. Et sans les ordinateurs, aujourd'hui, eh bien, je crois que nous pouvons dire que nous serions tous plus pauvres à tous égards. On pourrait moins échanger sur le plan intellectuel, on serait moins rapide dans nos processus de conception, de fabrication, etc. Donc, en fait, c'est cet échange qui va créer de la valeur et enrichir le monde. Mais chacun comprend bien que, en même temps qu'on enrichit le monde, eh bien, on va créer de l'inégalité. Car celui qui a inventé l'ordinateur, s'il l'invente au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard, qu'il n'a pas trop de concurrents au départ parce qu'il a été le premier et qu'il va gagner beaucoup d'argent. Le premier inventeur d'ordinateur, c'est celui d'ailleurs qui est généralement considéré comme le plus riche du monde aujourd'hui. Donc, cet échange égal, personne ne l'a remis en cause, tout le monde y a gagné, et tout le monde l'a fait volontairement, mais il va créer de l'inégalité. Et il va créer de l'inégalité selon les talents, l'effort, etc., que chacun y a mis, et selon aussi, finalement, la nature de chacun.
Je vais prendre un autre exemple très simple, mais pour essayer de faire comprendre ce mécanisme. Prenez 3 jeunes qui ont peut-être eu des difficultés et qui vont être pris en charge par une association caritative quelconque ou par une agence publique qui va leur donner un peu d'argent et les nourrir et leur donne chaque matin, je simplifie, je caricature là encore, et leur donne chaque matin 2 pains et 3 pommes pour leur journée. Et puis, ils sont 3, ces 3 copains, mais ils ont des tempéraments très différents. Il y en a un qui est toujours affamé, et il reçoit ça à 8h, et à 8h30, il a déjà tout mangé, et puis il va le reste de la journée essayer de trouver à grappiller pour compléter son premier repas du matin. Il y en a un autre qui est parcimonieux, mais pas très entreprenant, mais qui va faire 3 parts et puis se faire ainsi 3 repas, ça lui suffira, c'est pas beaucoup, mais il va faire avec. Et il y en a un autre qui dit, mais moi, ça ne me suffit pas, mais je comprends qu'il faut que je développe par moi-même, parce que c'est pas en vivant comme ça que je vais me créer ma vie. Et donc, il va manger peu, il va faire un effort, il va mettre 2 pommes de côté et il va les revendre. Il va peut-être les revendre d'ailleurs aux 2 autres copains qui sont affamés dès midi, ou bon, en tout cas le premier. Il va les vendre, et puis petit à petit, il amasse un petit magot, il rachète, comme il a appris comment on pouvait vendre des pommes, quelques cajots de pommes, et il les revend sur le marché, etc. Et comme il est entreprenant, il va un jour avoir besoin d'assistance, et il va embaucher ses 2 copains. Il a créé de la richesse. Mais effectivement, lui, qui va gérer son affaire de pommes, il va gagner plus d'argent que ces 2 autres qu'il a embauchés et auxquels il va donner un salaire X, sur lequel ils se sont mis d'accord, mais qui ne permet pas de prendre la part de profit auquel le premier a droit. Mais tout le monde y a gagné. Donc, en fait, on s'aperçoit que l'égalité de la transaction a à la fois accru la richesse globale, pas seulement celle des personnes qui transigeaient entre elles, mais donc la richesse finalement de la société, en créant de l'inégalité. C'est la première raison pour laquelle je pense que l'inégalité ne doit pas être bannie d'une manière générale. Il faut savoir qu'il n'y a pas de créativité possible sans inégalité. Alors pourquoi ? Mais parce que, en fait, l'inégalité est en même temps le fruit de la récompense et du risque. Et que si vous ne donnez pas de risque et de récompense à Bill Gates dans son garage qui a créé son ordinateur, eh bien peut-être qu'il n'aurait pas créé son ordinateur. Et que le vendeur de pommes, le 3e, si vous lui dites « tu fais ce que tu veux, tu peux te priver de tes 2 pommes et les vendre et créer ton commerce de pommes, mais tout ce que tu as gagné en plus, tu le redistribueras aux 2 autres. » Il s'assiera et dira « bon, dans ce cas-là, j'y vais pas, j'ai pas d'intérêt. » Donc, en fait, cette inégalité est nécessaire. Elle est nécessaire à la croissance économique et le monde le démontre. Alors, pas forcément dans n'importe quelles conditions, bien sûr. Mais il n'y a pas que cette inégalité qui va se développer avec la croissance. C'est l'histoire notamment du 19e siècle et du 20e siècle, et du 21e qui commençait. Cette inégalité, elle est plus juste que l'inégalité qui n'est due qu'à la force, qu'au pouvoir, qui est celle qu'on connaissait plus souvent avant. Parce que c'est une inégalité de service. C'est-à-dire que l'entrepreneur, le marchand de pommes, il s'enrichit parce qu'il a rendu service. Car en fait, si on lui a acheté ses pommes, c'est qu'on avait envie d'avoir des pommes. Comme le boulanger, il s'enrichit en vendant ses baguettes, mais parce qu'il nous rend service en nous vendant ses baguettes. Si on n'avait plus de boulanger, on serait bien embêté. Alors vous allez me dire, on pourrait organiser au niveau de la collectivité des boulangeries possédées par la collectivité
qui qui fabriquerait et vendrait les baguettes à tous ceux qui en ont besoin. Oui, sauf que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? C'est assez simple. Parce que vous tuez la motivation. Et parce que vous tuez également, et c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais c'est presque plus important, vous tuez également l'indicateur des besoins. En réalité, le prix, j'en ai parlé tout à l'heure de la baguette, plus ou moins chère, il est fixé en fonction des prix de revient, mais aussi des indicateurs de besoin. Si vous mettez trop cher la baguette, les gens ne vont plus la vouloir, ils ne vont plus en acheter. Donc le boulanger est obligé de mettre la baguette à un prix qui est fonction de la désirabilité du produit par l'acquéreur. Si vous n'avez plus de prix fixé en fonction d'un marché libre, eh bien, on va créer des choses artificiellement, c'est l'État qui va décider, ou la collectivité qui va décider ce qu'il faut créer, et en fait, on ne saura plus ce qu'il faut créer pour répondre aux besoins. On va créer des choses, l'État va penser que les gens ont besoin d'eux. Oui, mais il peut penser que les gens ont besoin d'eux, mais ce n'est pas forcément ce dont les gens ont besoin. Il n'y a que les gens, les personnes, qui savent ce qu'elles veulent. Bien sûr, on peut estimer, etc. Mais ceci dit, c'est très difficile de penser pour les autres. Et en plus, philosophiquement, anthropologiquement, c'est-à-dire du point de vue des besoins de la personne elle-même, c'est pas très bon. Parce que, en fait, la personne humaine, c'est précisément par rapport à l'animal, de mon point de vue, je vous le livre pour le soumettre à votre débat, le cas échéant, c'est la personne humaine, c'est l'être qui se différencie du monde dans lequel il est né, parce que nous venons du singe, et donc on vient bien du monde animal, mais nous nous en dissocions, nous nous en distinguons par la conscience que nous avons de notre singularité. Je le crois en tout cas que c'est ça qui est fondamental, c'est-à-dire que nous naissons à nous-mêmes, nous nous reconnaissons comme personne, comme individu, à partir du moment où nous nous reconnaissons comme différents du monde dont nous venons et des autres, singuliers, uniques. Et à partir de là, notre conscience de nous-mêmes nous appelle à nous poser la question non seulement de ce que nous sommes, mais de ce que nous devons être, de ce que nous avons envie de devenir ou de ce que nous pouvons devenir. C'est-à-dire que nous nous interrogeons sur nos fins, sur nos finalités, et il n'y a que nous qui pouvons nous interroger. Enfin, bien sûr qu'on peut s'aider mutuellement, on est là pour le faire d'une certaine manière. Une conférence, un échange intellectuel entre personnes, entre êtres humains, ça sert à ça, à se poser des questions sur notre être, c'est-à-dire sur notre devenir, c'est-à-dire sur nos finalités, nos fins. Et quand la collectivité veut le faire pour nous, eh bien, en réalité, elle nous fait perdre notre liberté de le faire par nous-mêmes. En tout cas, elle peut le faire rapidement, parce que la collectivité a toujours une certaine tendance à prendre du poids sur l'individu. Le pouvoir corrompt, disait Lord Acton, et le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est toujours un peu vrai. Et donc, en fait, il est très important de laisser à la personne, à chacun de nous, le soin de réfléchir et nous donner et nous apprendre la capacité de réfléchir à nos finalités et de nous laisser le soin de les mettre en œuvre, de chercher à les atteindre, pour autant qu'elles n'attendent pas à la liberté, à la dignité des autres. Mais ceci étant, cette inégalité qui existe et qui croît notamment dans les périodes de rupture, c'est-à-dire qui sont des périodes où on crée des nouveaux produits, c'est toujours dans ces périodes de rupture qu'il y a une croissance forte des inégalités parce qu'il y a des gens qui en profitent. Ça a été le cas depuis 30 ans avec finalement tout ce qu'on va appeler le numérique. Bon. Mais ça a été le cas avec la machine à vapeur, ça a été le cas avec l'électricité, ça a toujours été le cas. Mais cette inégalité, elle devient parfois insupportable.
Et elle est parfois elle-même, elle le devient parce que ceux qui se sont enrichis sont insupportables. C'est-à-dire, en fait, exercent du fait de leur réussite une sorte de pouvoir qui n'est pas légitime. Et donc, ça crée des ressentiments et ça conduit dans la société à rechercher l'égalité pour l'égalité. Parce qu'on ne tolère pas cet ascendant illégitime de la richesse pour elle-même. Alors, c'est toujours cet excès de pouvoir et de richesse qui a créé des ressentiments dans la société. Tous les mouvements populaires qui, à toutes les époques de l'histoire, se sont révoltés, plus ou moins. Mais par rapport à cette égalité conceptualisée par les Grecs et les Romains que j'ai évoquée tout à l'heure, la justice commutative, ces ressentiments, ils sont factuels, mais ils vont être conceptualisés à partir du moment où, et c'est finalement le siècle des Lumières qui va le faire, il n'a pas inventé ça, ça a déjà existé, mais il va le conceptualiser et lui donner du corps. On va conceptualiser l'idée d'une sorte de droit à l'égalité. Comment ? Eh bien, c'est Rousseau, pour simplifier aussi, c'est Rousseau qui, en fait, en 1753, remporte un prix parce qu'il a fait un concours où il parle du discours sur l'égalité des hommes et l'inégalité qu'ils ont constituée. Donc l'égalité naturelle des hommes et l'inégalité qu'ils ont créée en quelque sorte. Et en fait, Rousseau va nous dire, en nous racontant des fables, il le dit d'ailleurs lui-même, on oublie que ce sont des fables, il raconte des fables, il a inventé des histoires pour essayer de donner son état d'esprit. Il raconte l'histoire, la fable, qu'à l'origine, tous les hommes étaient égaux et que c'est la société qui a corrompu l'homme et qui a créé l'inégalité. Et si on adhère à cette fable, que à l'origine les hommes, je vais jusque-là, étaient comme des bêtes et qu'ils étaient comme les bêtes égaux entre eux, eh bien on comprend que très vite, il va falloir considérer que la société qui a détruit cette belle égalité, celle de tous nos paradis terrestres dont j'ai parlé au début, eh bien la société va devoir réparer. Il va falloir qu'elle, finalement, puisque c'est elle qui a créé l'inégalité, elle doit pouvoir faire disparaître l'inégalité. Comment ? On va l'imposer. On va dire que c'est fini, il n'y a plus d'inégalité. On va donner le droit à l'égalité à tout le monde. Et ça se fait très vite parce que, conceptuellement, la révolution de 1789 a rétabli l'égalité de droit, et qui existait déjà dans la Grèce antique, par exemple, peu ou prou, hein, parce qu'elle n'était pas pour tout le monde non plus. Mais, 4 ans plus tard, 1793, Constitution de l'an 1, eh bien, la Révolution, qui se poursuit, crée une nouvelle déclaration des droits, comme vous le savez, probablement, dans laquelle elle affirme qu'effectivement, il y a un droit à l'égalité. C'est ce qu'on va appeler les droits créances, c'est-à-dire des droits qui sont donnés à chacun sur les autres. C'est-à-dire que c'est de là que viennent ce qui sera plus tard traduit dans la Constitution de 1946 et puis repris dans celle de 1958 en France. C'est-à-dire qu'on va donner à chacun un droit à l'instruction, alors un droit plus tard, un droit aux soins, un droit à une rémunération, un droit au travail, un droit... Bon. Ces droits créances, en fait, sont relativement dangereux parce que ce sont des créances qu'on donne à chacun de nous pour les tirer sur les autres qui n'ont pas donné leur accord. Donc il y a un moment où on va avoir un conflit. Et ce conflit, c'est l'État qui va l'arbitrer en imposant l'exécution de créances que personne n'a données. C'est là qu'il peut y avoir une sorte de violence de l'État sur les individus
pour imposer ses droits-créances. On peut dire que l'impôt excessif, par exemple, il faut de l'impôt pour qu'il y ait un État. Mais l'impôt excessif peut être une violence de ce type-là pour concrétiser ces créances qui ont été distribuées de par la Constitution. Mais plus profondément, ces droits-créances vont conduire à inaugurer de nouveaux droits. C'est en fait l'idée de discrimination positive. On va, pour que tout le monde ait le même droit aux examens, on va dire qu'à ceux qui sont plus faibles, qui ont moins d'antécédents intellectuels ou autres, on va les accepter avec des notes plus basses, par exemple, ou on va leur faire un concours à part, mais pour leur donner les mêmes droits qu'aux autres. Donc on donne des droits égaux avec des apports, des contreparties différentes, donc inégales. Donc en réalité, on s'aperçoit bien que cette discrimination positive, elle recrée de l'inégalité. Une inégalité qui est peut-être pire. C'est toute l'explication de la révolte des étudiants chinois. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était l'été dernier. La révolte des étudiants chinois aux États-Unis, notamment sur la côte ouest, bien sûr, où il y a beaucoup de Chinois, enfin de Chinois d'Asiatiques, on va dire, plus généralement, mais beaucoup de Chinois aussi, c'est vrai. Les Asiatiques ont dit, attendez, là, vous nous faites des examens dans les universités, où nous, on représente 20% des étudiants, on n'a droit qu'à 10% des places. Parce que vous nous dites que sinon, on en aurait 30% parce qu'on est tellement bon qu'on en aurait 30%, alors vous nous avez cantonné à 10%. Je donne c'est pas exactement ça, mais c'est ce que ça veut dire. Alors que d'autres populations, indigènes locales ou autres, peu importe, ou handicapés ou ceci ou cela, alors ils sont 2%, on leur en donne 4%, ils sont 3%, on leur en donne 6%, ils sont 20%, on leur en donne 40%. C'est pas juste. Vous donnez de la subjectivité au droit. Le droit devient subjectif. C'est-à-dire qu'en fait, on confond, je regarde l'heure parce que, on confond le juste et le bien. Et quand l'État cherche à faire le bien à la place des individus eux-mêmes, eh bien, il y a le risque qu'on impose aux individus des choses qui deviennent contraintes et qui ne sont plus justes. Pour vous expliquer la différence entre le juste et le bien, je vais vous raconter une petite histoire. Pour vous montrer en même temps que ça n'est pas nouveau, cette problématique et ce débat. C'est une histoire qui est racontée par un monsieur absolument extraordinaire qui s'appelle Xénophon. Xénophon, c'est un Grec, un Athénien, qui s'est fait bannir d'Athènes parce qu'il était trop libre. Il a été à Sparte, il a servi ensuite un prince perse avec lequel il a combattu comme général, mais avant il avait fait des études de médecine et il a exercé la médecine. Donc voilà, c'était une belle époque où on pouvait être tout à la fois. Mais il avait des qualités pour ça aussi. Et Xénophon, qui a passé donc quelques années en Perse, raconte l'histoire de l'éducation de Cyrus. Il écrit un livre qui s'appelle la Cyropédie, donc en grec, l'instruction de Cyrus. Et il raconte que le jeune Cyrus, c'est le grand Cyrus II, c'est le grand prince perse qui a conquis beaucoup de territoires, y compris des Grecs. Et donc, l'éducation de Cyrus était la suivante, dit-il, c'est un peu une fable, là aussi, à partir d'éléments véridiques qu'il avait recueillis. Il dit le jeune Cyrus avait été confié à un gouverneur pour qu'il lui apprenne le métier de prince. Et il lui apprenait notamment à juger. Et après un certain apprentissage, il lui dit, aujourd'hui tu vas juger. Il y a 2 enfants qui arrivent, un qui avait une robe, un qui était grand et qui avait une robe petite, et l'autre qui était petit et qui avait une robe grande. Et le grand a volé la robe du petit parce qu'il estimait qu'elle lui seyait mieux, et que sa robe petite seyait mieux au petit. Le petit a râlé, il vient devant toi, tu vas juger. Alors il va juger, et puis il revient et il dit à son gouverneur, je suis très content, je crois que j'ai bien jugé, tu sais.
Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai dit que ça allait mieux au petit, qu'il fallait qu'il ait la robe petite, et qu'au grand, la robe grande lui allait mieux, et qu'il fallait qu'il ait la... Eh malheureux, tu n'as pas jugé en justice. Le droit, ça n'est pas ça. L'équité, même l'équité, ça n'est pas ça. Le droit, c'est commutatif. Les latins disaient, je ne vous le dis pas pour, mais cum cuique tribuere. Ça veut dire remettre à chacun ce qui lui revient. Et en fait, le juge, il doit rendre à chacun ce qui doit lui revenir. Or, si le petit était, lui explique le gouverneur, si le petit qui avait sa robe grande, qui lui allait pas bien, parce qu'elle était trop grande pour lui, mais a fait un procès pour qu'elle lui soit rendue, c'est qu'il la voulait. Et s'il la voulait, ben, il avait ses raisons qui lui appartiennent à lui, qui n'appartiennent pas au juge. C'est-à-dire, j'en reviens à cette idée que c'est la personne qui doit choisir, c'est pas la collectivité qui doit choisir pour lui. C'est-à-dire que s'il a introduit ce procès, c'est parce que lui, peut-être que cette robe, il pensait qu'il la gardait tout de suite parce qu'il n'aurait pas à en racheter quand il grandirait. Peut-être que c'est sa mère qui était morte et qui lui avait tricoté et qu'il la gardait parce qu'elle lui était chère. Peut-être que, etc. Il y a 1000 raisons qui pouvaient. Et tu n'avais pas à lui enlever, puisqu'il la voulait et que c'était la sienne. Il te l'a prouvé. Oui, oui, il me l'a prouvé. C'était bien à lui. Eh bien alors, pourquoi as-tu fait ça? Voilà. Alors, vous voyez, la justice, c'est rendre à chacun ce qui est le sien. L'équité, puisque j'ai parlé d'équité, vous en avez beaucoup parlé hier, si j'ai bien compris. L'équité, bien sûr, peut venir pallier la justice. Quand le droit est faible, quand il y a... ou alors quand les personnes le veulent. Si le petit avait dit, oui, ben après tout, vous m'avez expliqué, c'est peut-être plus intelligent que je garde la petite. Puis en plus, vous me trouvez plus beau avec cette petite, bon allez, je suis d'accord, je garde la petite. Alors l'équité aurait voulu qu'il juge comme ça. Mais la justice ne voulait pas qu'il juge comme ça. Et donc, en fait, si vous voulez, ces droits-créances viennent bousculer la société. Elle y perd, la société, elle y perd ses repères. Parce que si on ne construit plus les rapports sociaux en fonction de ces rapports d'égalité qui donnent lieu à parfois de l'inégalité à cause de la liberté de chacun, dans le respect de cette liberté égale, de bâtir ses propres fins, de faire ce qu'il veut, sans troubler les autres, eh bien, à partir du moment où on ne respecte plus ces règles objectives, ça veut dire que tout devient permis. Et que notamment toutes les contraintes deviennent permises. Et ça permet tous les débordements. Là où il n'y a plus de limites, il n'y a plus de bornes. Non, c'est d'ailleurs l'inverse que disait, je crois, le sapeur Camembert. Là où il n'y a plus de bornes, il n'y a plus de limites, c'est mieux. Et donc, il faut mettre des bornes. Le droit met des bornes. Donc, si vous voulez, je crois que effectivement, malgré finalement l'idée que l'égalité, ce serait bien, mais nous vivons dans un monde qui est imparfait. L'homme est imparfait. S'il était parfait, on n'aurait pas besoin de ce débat. On le vivrait sans difficulté. Mais parce que nous sommes imparfaits, nous avons besoin de ce débat et nous avons besoin d'institutions, de principes qui, en fait, nous empêchent de faire n'importe quoi, qui nous permettent de vivre ensemble et qui canalisent. Je crois que mon temps arrive bientôt, 45 minutes à... Bon, j'ai un peu le temps, moi. Alors, si vous voulez, il faut canaliser les excès d'humeur de chacun. Or, il y a un excès d'humeur qui est très commun, c'est l'envie. C'est l'envie qui est la cause précisément, dans beaucoup de cas, pas que, mais dans beaucoup de cas aussi, de cette aspiration à une sorte d'égalité imposée. L'envie, c'est celle que raconte, c'est pas moi qui donne l'exemple, celle que raconte un philosophe slovène, communiste au demeurant, qui s'appelle Sosek,
et qui raconte l'histoire d'un paysan slovène qui, vous ne l'avez pas déjà raconté, j'espère, celle-là. Non. Oui, je prononce à ma façon, vous avez raison. Vous avez raison. Qui raconte cette histoire d'un paysan slovène qui reçoit la visite d'une fée. Ce paysan slovène est un paysan qui est un bon paysan, peut-être, mais qui a un voisin qui l'agace, mais au dernier des degrés, parce qu'il réussit mieux que lui. Comme il réussit mieux que lui, il vend mieux ses vaches au marché, il a des blés qui nourrissent mieux. Alors c'est vrai qu'il se lève plutôt le matin, et puis qu'il dépense moins, mais bon, ça l'agace, il réussit mieux. Et la fée vient le voir. Alors pourquoi lui? Il se dit, bah, tiens, ça c'est un bon coup de pied au voisin. Elle vient me voir moi, pas le voisin. Et la fée lui dit, bah, je t'ai choisi parce que je vais te faire une proposition sympathique. Tu me donnes un vœu et je l'exauce. Ah, c'est formidable. Mais à une condition, c'est que ton voisin aura le double. Ah, il se dit, zut, je voulais devenir riche, il deviendrait 2 fois plus riche que moi, ça ne va pas. Et alors, il réfléchit une seconde et il dit à la fée, crève-moi un œil. Ah, la fée dit ça, alors jamais on m'a dit ça. Mais pourquoi est-ce que tu veux que je te crève un œil? Comme ça, mon voisin sera aveugle. Voilà, alors je trouve que l'exemple est assez intéressant de cette envie mauvaise et qui, au fond, crée un peu l'égalitarisme pervers. Je vous ai montré combien l'égalité était souhaitable par certains côtés. Mais je vous montre maintenant combien l'égalitarisme, c'est-à-dire l'excès d'égalité, la non-reconnaissance de la différence, de la diversité, qui forcément par nature est inégale, et de l'imperfection qui est constitutive de l'homme, peut conduire à des excès, rendre l'autre aveugle, ou lui imposer des contraintes qui sont inadmissibles par rapport à sa liberté d'homme. Et je pense que, en fait, il faut en tout essayer de raison garder. Alors, c'est vrai que ce sont probablement plutôt en Europe, hein, parlons de l'Europe ou parlons de l'Occident, ce sont probablement plutôt les gens du Sud qui ont un peu ce côté égalitariste. Est-ce que c'est dû au catholicisme qui baigne le Sud européen, peut-être, par rapport au protestantisme qui est moins comme ça? C'est possible. Ce qui est vrai, c'est que là aussi, ce débat était de toujours. J'ai parlé d'Hésiode tout à l'heure. Hésiode, qui était un poète dont on a retrouvé un certain nombre de fragments, pas énormément d'ailleurs, mais posait déjà ce débat. Et c'est drôle parce que il le situait déjà comme nous, on pourrait le situer aujourd'hui. On pourrait dire qu'aujourd'hui, les Américains, là aussi c'est une caricature parce qu'ils ne sont pas tous comme ça et c'est peut-être moins vrai aujourd'hui qu'hier, mais quand un Américain pauvre voit un riche, globalement, son premier réflexe, c'est de dire « je vais me battre pour devenir comme lui ». Quand un Français, peut-être un Espagnol, un Italien, voit un riche, son premier réflexe, c'est de dire « je vais en fait, le supprimer ou je vais faire en sorte qu'il devienne plus pauvre ». Et au fond, c'est un peu d'ailleurs ce que reconnaissent un certain nombre d'économistes égalitaristes. Je vais en citer 2. Je vais citer Atkinson. Alors Atkinson, il est décédé il y a 6 ans. C'est le Piketty anglais, pour vous situer. C'est-à-dire qu'il a combattu toute sa vie contre les inégalités économiques et pour aplanir les situations. Et alors, on lui faisait observer que c'était un peu compliqué, et il répond, il dit, mais c'est pas grave au fond. Je préfère qu'il y ait un gâteau moindre, mais plus partagé. Ça veut dire qu'il accepte le fait que si on ne permet pas aux inégalités d'exister, on va avoir moins de croissance, moins de productivité, moins de richesse. Donc, il faudra se partager. Mais pour autant qu'on soit égaux, c'est mieux. Et il y a un Américain, James Galbraith, le fils du grand économiste John Galbraith,
qui lui aussi est de ce courant contre les inégalités, égalitariste, qui dit la même chose. Il dit, mais au fond, on sera peut-être tous plus pauvres, mais on sera tous plus pauvres. Mais on sera tous pauvres. Et c'est mieux. C'est un choix. Maintenant, ce choix, personnellement, je pense qu'il pose vraiment question. Parce que l'histoire montre, je vous ai parlé de l'échange, mais je vais vous donner 2-3 chiffres. L'histoire montre que c'est parce que les échanges se sont développés que le monde s'est enrichi. Alors, 1 ou 2 chiffres comme ça, on pourra en parler plus longuement si vous le voulez, mais pour situer, entre 1989 et 2018, 1989, je le prends parce que c'est la chute du mur. Chute du mur, c'est-à-dire que là où il y avait 2 blocs, le monde, peu ou prou, se réunit. Et on échange, on recommence à échanger beaucoup. En 35 ans, le commerce international, le volume du commerce international a été multiplié par 7 et le PIB, en valeur constante, a augmenté dans le monde de 3,5 fois. Dans le même temps, 2017, je parle avant Covid, 2019, avant Covid, dans le même temps, là où en 80, la population du monde, 4,5 milliards d'habitants, 40% de cette population vivait en dessous du seuil de pauvreté à 90 cents, 0,90, non pardon, je dis une bêtise, à $1 par jour. C'est très peu $1, mais bon, il faut voir ça relativement aux pays concernés, essentiellement. Mais 40% de la population gagnait moins d'$1 par jour. 2019, moins de 10%, 8,5% de la population. Une population qui est montée à 7,5 milliards à l'époque, un petit peu plus, gagne moins de 1,90 $ par jour. Le seuil a été rehaussé. Donc en réalité, le monde s'est enrichi. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est l'extrême pauvreté. Oui, mais dans le même temps, je prends les 15 dernières années que je viens d'évoquer. Oui, je prends le monde s'enrichit. Tout le monde devient plus riche. Là, je donne des statistiques de l'OCDE. Ce n'est pas des calculs qui sortent de n'importe où. C'est l'OCDE qui, bon, a priori, n'est pas contesté. Quand le monde s'enrichit dans ces années-là, dans les années donc 2000 jusqu'à 2000, ces chiffres que je vous donne sont jusqu'en 2017, eh bien, en fait, les 10% les plus riches s'enrichissent plus, sensiblement plus que les plus pauvres. Mais les 10% les plus riches s'enrichissent de 1/3 de plus que la rémunération médiane. Ça n'est pas non plus considérable. Si on compare aux 10% les plus pauvres, ils s'enrichissent beaucoup plus. Mais les 10% les plus pauvres s'enrichissent aussi, je l'ai démontré, avec la sortie de la pauvreté de ces 40% devenus 8,5%. Bon, donc, en fait, si vous voulez, je trouve que c'est un peu suicidaire, et je vais en terminer par là, mais je trouve que c'est un peu suicidaire parce que, au fond, je comprends bien, et c'est le problème de l'envie que j'ai évoqué tout à l'heure, je comprends bien que on se regarde toujours soi-même par rapport aux autres. On se voit dans le regard des autres. Ce qui, probablement, conduit à la fois à cette envie et à une sorte d'insatisfaction quand on voit que certains s'enrichissent plus que vous. Mais il n'empêche que ce qui compte, n'est-ce pas plutôt le fait que le plus grand nombre sorte de la pauvreté, que le fait que l'écart se resserre entre les plus riches et les plus pauvres? Est-ce que ce qui compte n'est pas la situation individuelle de la personne plutôt que celle des autres par rapport à lui? Personnellement, il me semble que c'est plutôt la situation individuelle. Et je comprends bien que pour vivre ensemble, pour faire société, comme on dirait aujourd'hui, il faut aussi qu'on ait des seuils de tolérance entre soi. Mais vous aurez observé combien l'enrichissement des footballeurs ne gêne personne.
C'est l'enrichissement de l'entrepreneur qui gêne, parce que l'entrepreneur, ça pourrait être notre patron. Et c'est différent. Il faut probablement un peu de mesure à tout ça. Et effectivement, les latins disaient aussi que la justice est dans la mesure. Mais je crois que la mesure, il faut l'apprendre à chacun d'entre nous. Et il faut que nous revenions à cette mesure de la Grèce ancienne, car c'était son principe, qui disait que là où il y a l'envie, le ptonos, il y a aussi le zèle, c'est-à-dire l'envie de travailler pour sortir de sa situation et en avoir une autre, le zélos. C'était le sens du zélos. Eh bien, moi, je propose que, à la mesure de l'égalité et de l'inégalité de toute chose et de toute vie, nous préférions le zélos plutôt que le ptonos. Je vous remercie. On est là pour ça. Attendez, on va vous donner un micro. On a un petit temps de discussion. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Il y a madame qui veut poser une question. Vous gardez celui-ci, non? Vous n'allez pas en donner un autre plutôt? Ça marche. Ah, ça marche aussi? Ça marche, vous voulez bien? Non, je croyais que vous en aviez un là-bas. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut privilégier l'envie de réussir à l'envie envieuse qui consiste à détruire l'autre. Ça, là-dessus, bien sûr. Mais il y a un effet pervers. C'est-à-dire que la publicité, vous n'avez pas parlé de cette chose énorme qui est... Avant, les gens, dans les campagnes, ils ne savaient pas ce que les autres vivaient. Et ils avaient une orange pour Noël, ils mangeaient un lapin de temps en temps parce qu'ils le gardaient pour le vendre, mais ils ne savaient pas ce qu'était le monde. Or, aujourd'hui, moi j'ai été maîtresse d'école, autant on disait encore maîtresse d'école, enfin je suis professeur des écoles, à la retraite. Eh bien, j'ai des gamins qui regardent des gamins qui n'ont pas les chaussures qui conviennent, mais tu n'es qu'un clochard. J'étais scandalisée de voir qu'un gamin ostracise un autre gamin parce qu'il n'a pas les chaussures qui coûtent une fortune que ses parents ne peuvent pas payer. Or, aujourd'hui, il y a une surabondance de ceux qui réussissent pour vendre leurs produits et ils ne se rendent pas compte de l'effet pervers que ça peut avoir sur tout un chacun. Alors, peut-être l'envie de réussir, mais comme cette facilité à réussir dans un monde de plus en plus combatif n'est pas si facile, il y a aussi l'envie, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, tu n'es rien. Et donc, tout cet aspect-là, eh bien, il faut en tenir compte parce que finalement, cette envie, elle est créée aussi. Cette envie, elle est exacerbée. Et par contre, l'éducation, les moyens donnés à l'éducation, les moyens donnés à la pensée, les moyens donnés à la constitution de soi, pour tout un chacun, ne sont pas développés. Alors qu'il faudrait éduquer tous les gens à la compréhension de ces choses-là. Or, ils ne le sont pas. Ils sont dans des opinions hystériques. Et qui sont, comment dire, encouragés par différents leaders, moyens, sociétés, consommation, politiciens de tous ordres ou religieux de tous ordres. Donc, le problème de cette chose qui serait une plus-value, selon vous, elle ne l'est pas à certains moments parce qu'il n'y a pas une plus-value de l'éducation. Alors, vous m'entendez là? C'est bon? Bon, c'est bon. Merci de cette question. Je partage ce que vous dites, puisque j'ai dit que le plus important était de lutter contre la pauvreté. Donc vous m'entendez mal? Je partage ce que vous dites en préambule, puisque j'ai dit que le plus important me paraissait être de lutter contre la pauvreté. De lutter contre la pauvreté. Vous m'entendez mal, là? C'est bon? Attendez, toute la pauvreté, toute pauvreté. Ce que je dis, c'est que on ne luttera pas. Alors, je vais approfondir un peu à l'occasion de cette question.
on ne luttera pas contre la pauvreté en cherchant l'égalité à tout prix. Car en réalité, comme la nature humaine est inégale, quand on veut l'égalité à tout prix, on arrive forcément à l'égalité par le bas. C'est l'exemple, de mon point de vue, de l'instruction en France. C'est-à-dire qu'en fait, de renoncement en renoncement, on essaye de mettre tout le monde au même niveau. Et c'est le problème de la discrimination positive, qui consiste en fait à accepter d'abaisser toute une classe ou toute une génération d'élèves au niveau le plus bas pour qu'il n'y ait pas de ressentiment, puisque en réalité, il y aura un ressentiment bien pire, parce que d'abord, ceux qui trouvent chez eux ou autrement le moyen de s'élever la pensée sans le maître et sans l'école vont le faire au détriment des autres, et parce que ceux qui en auraient la capacité et auxquels on ne l'offrira pas trouveront ça totalement injuste. Donc, pour reprendre votre exemple de cet enfant qui avait des chaussures trouées, parce que la bonne marque coûte une fortune, et que la mère ne pouvait pas payer. J'entends bien, mais d'abord, on n'est pas obligé d'acheter des chaussures de marque. Non, mais je suis bien d'accord avec vous, c'est ce que je vous dis. Voilà. Malheureusement, la pensée qui avait cours dans mon école, c'était tu n'as pas la bonne marque de chaussures. C'est complètement crétin, c'est évident. Je ne suis pas en train de vous défendre cette position, monsieur. Je vous défends le fait que ces enfants soient dans une pensée telle qu'ils pensent cela. Et qui est-ce qui fait quelque chose pour qu'ils pensent autre chose? J'aimerais le savoir. Je pense que nous allons être d'accord. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un problème d'éducation. Hein. On est bien d'accord. C'est un problème d'éducation. Les moyens de la plus-value ne sont pas donnés à l'éducation, alors qu'on est dans un monde globalisé où tout le monde peut exprimer tout et n'importe quoi ou tout très bien, chacun, et le raisonnement dans les écoles même, les enfants disent « Ah c'est mon opinion ». Mais c'est quoi ton opinion? Il faut qu'elle soit construite, ton opinion. Malheureusement, le raisonnement construit n'est plus enseigné, comme vous dites, par rapport au fait qu'il y a cette espèce de nivellement par le bas. Mais donc, ça n'est plus possible. C'est un choix gouvernemental qui doit être développé. Sans ça, nous ne sommes plus une nation française. Je vous remercie parce que vous donnez de l'eau à mon moulin. Mais pourquoi pas ? Qui dit que quand la collectivité veut prendre en charge les besoins des individus, eh bien, elle ne peut pas les prendre bien en charge parce que les individus sont divers, que leurs besoins sont eux-mêmes divers, leurs capacités sont diverses, et qu'il faut donc, le rôle de la collectivité, c'est plutôt de favoriser la diversité et l'accès de tous à cette diversité. Voilà. À la diversité, mais aussi à une certaine forme d'égalité, parce que, par exemple, un autre exemple, moi j'habite les beaux quartiers de Marseille. Il y a eu 2 livreurs qui sont venus, il y avait du bruit, un bruit énorme qui faisait peur. Et ils disaient « Ah, il y a quelque chose qui se passe ». Et moi, je n'étais pas du tout inquiète. Et je dis « Oh ben non, le quartier est très tranquille ». Et les types me disent « Ah ben moi, dans mon quartier, c'est une horreur, on a peur tout le temps ». Preuve qu'il n'y a pas d'égalité, ces gens devraient être protégés en tant que citoyens, correctement, au lieu de les laisser dans des quartiers pourris où il y a 40% de chômage. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça l'égalité, c'est ça aussi le principe d'égalité. C'est pas que la plus-value. Je partage tout à fait ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en réalité, alors si vous voulez que j'aille un peu plus loin sur ce thème-là, je vais vous dire les choses comme je les pense. En France, on dépense 32%, 33% du PIB à des dépenses sociales. Record absolu, 10 points de plus que la moyenne de l'OCDE. Record absolu dans le monde. On ne dépense que 10 fois moins, à peine plus maintenant, un peu plus maintenant, parce que là, on a regonflé les crédits de l'armée, à la police, la justice et l'armée. Ça veut dire qu'on n'a plus les moyens de s'occuper simplement de la paix sociale. On ne sait plus... Quand en France, attendez, je vais jusqu'au bout. Quand en France, parce que... Alors, je le dis, ça mérite débat aussi, mais... c'est tout de même un peu manifeste. Il y a des risques d'attentats, mais on ne sait plus s'en prémunir. Alors on ferme.
Alors on ferme le Louvre, on ferme Versailles, on ferme Alors, les aéroports, parce qu'on ne sait pardon, plus. je suis On ne tout sait à plus fait- faire, on n'a plus les moyens. Bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi? Parce qu'il faudrait aussi que des impôts rentrent. Alors, est-ce que ces choses sociales sont mal distribuées, pas adaptées? C'est possible, mais nous savons tous que c'est très difficile. Il faudrait peut-être écouter les gens sur le terrain, les instituteurs quand ils travaillent, compliqué. etc. Mais les impôts les plus riches nous disent « Ah ben si vous nous embêtez, on s'en va à l'étranger. » Mais les plus pauvres, ils ne peuvent pas bouger. Donc, c'est quoi cette France? C'est quoi cette responsabilité? C'est quoi cette éthique de ces gens qui disent « Si vous m'embêtez, moi, je vais produire ma richesse ailleurs ?» À un moment, parce que la concurrence est internationale et on repart dans la plus-value. Heureusement qu'on est libre de partir. Pardon? Heureusement qu'on est libre de partir de son pays si on veut. Mais je ne vais pas vous dire ça, je ne suis pas pro-russe. Mais ce que je veux dire, c'est que on est libre, mais c'est malsain ce raisonnement. Les gens qui sont très riches, et moi j'admire ceux qui disent je reste dans mon pays pour l'aider, pour produire pour mon pays. Comment voulez-vous payer tous ces services si vous n'avez pas d'argent pour le faire? Ce que je vous propose, c'est qu'il y a peut-être d'autres questions. Donc, pardon, merci. C'est à peu près ça. Absolument. Absolument. Et ça me fait penser, je voudrais revenir ensuite à ce que vous avez dit et vous poser une question, à cette boutade qui a été souvent reprise d'Alphonse Allais, que deviendraient les pauvres s'il n'y avait pas les riches? Bon, non, juste pour... Parlez bien devant la bouche. Parlez bien devant la bouche. Je parle dans le micro. Mais juste un mot pour cette histoire de l'école, et Dieu sait si... ça fait la une de toutes sortes de journaux, de magazines, etc. Mais il y avait un principe républicain que j'ai connu, moi, dans mon lycée et à l'école primaire, pour éviter ce genre de discrimination entre les enfants par le niveau inégal de fortune de leurs parents. Ça s'appelait un tablier, ou ça peut s'appeler un uniforme. Et il n'y avait plus cette question. D'ailleurs, elle résolvait aussi le problème des signes religieux, puisqu'il s'agissait de mettre l'étoile de David, la croix ou l'Esprit Saint, la colombe des protestants à l'intérieur de la blouse. Mais donc vous avez parfaitement raison. Non, c'est pas là-dessus que je veux vous interroger. Il y a eu un glissement, et vous avez raison, monsieur, de dire que ça a entraîné un glissement vers une position qui est celle du libéralisme, un glissement subtil, mais qui m'a gêné, entre deux types d'égalité. En partant du principe qui a été énoncé, d'ailleurs depuis l'Antiquité, mais qui s'est réénoncé au moment de la Révolution française, dans la Déclaration des droits de l'homme, laquelle, je ne vous apprendrai rien, a été très inspirée par les Grecs et les Romains, il s'agissait d'une égalité de droit, c'est-à-dire d'une égalité devant la loi. Égalité donc de droit. Cette égalité de droit, d'ailleurs Tocqueville nous dira que c'est ce à quoi les démocraties sont le plus attachées. Il dira même qu'ils sont prêts à sacrifier la liberté, ils sont prêts à sacrifier toutes sortes de choses, mais ils n'accepteront jamais l'inégalité devant la loi, c'est-à-dire les privilèges tels qu'ils pouvaient exister avant la Révolution. Alors, cette inégalité, vous avez eu raison de le mentionner, elle fait problème dans ce qu'on appelle aujourd'hui les discriminations positives qui obéissent au principe d'équité, c'est-à-dire essayer de compenser certaines inégalités par des privilèges accordés à certains. Et vous avez mentionné les étudiants chinois se plaignant, etc. Moi, je connais plein d'exemples aux États-Unis qui sont allés même jusqu'à poser des recours auprès de la Cour suprême en disant que c'est absolument un traitement inégalitaire. Alors, ça, c'est une vraie question. Et il faut rester à cette question de l'égalité de droit, de l'égalité devant la justice. Or,
ce qui s'est passé dans votre exposé, ça glissait vers une question, les inégalités économiques. Et les inégalités économiques, c'est encore quelque chose d'autre dont on doit traiter, bien évidemment, et sur quoi il faut s'interroger, mais je ne pense pas que c'est à partir de la question de ce principe d'égalité de droit qu'on peut en arriver à défendre, justifier, combattre, refuser, etc., les inégalités économiques. Nous changeons totalement de terrain. Voilà. Bon, alors c'est une vaste question. Je vois qu'il y a d'autres questions, donc j'entends ce que vous dites. J'ai donné l'exemple économique parce que pour moi, au contraire, c'est le même terrain. Mais on aurait pu, on vient de le faire, donner l'exemple de l'école. On peut donner l'exemple de toute la vie sociale. Ce que je veux dire par là, c'est que, en réalité, alors monsieur a raison, oui, c'est une approche libérale, c'est une approche de liberté, c'est une approche qui défend des libertés au sens... c'est pas tout à fait, parce que j'ai quand même, je crois, avoir montré que, à la base, le désir d'égalité était de toujours et d'une certaine manière avait une forme de légitimité, et qu'on pouvait y répondre, qu'on y avait répondu par, alors c'est le droit, c'est peut-être le juriste qui est un peu intraverti là, mais qu'on y avait répondu par le droit, mais au sens large, c'est aussi un concept philosophique, la justice commutative. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui peut s'appliquer en tout, c'est-à-dire que, on parlait de l'art tout à l'heure, en titre privé. Je pense que quand l'État, quand l'argent public achète l'art, il déprécie l'art. Non pas sur le plan économique. Il le déprécie parce qu'en fait, il soumet l'artiste finalement au désir d'art exprimé par la collectivité publique. Alors que le rôle de l'artiste, c'est d'exprimer son art comme il le souhaite, pour s'accomplir, pour répondre à sa finalité, et en espérant qu'il va trouver des gens, ça peut être le public éventuellement, mais en espérant qu'il va trouver des gens, et plus il y a de diversité d'acheteurs, plus ce sera facile, qui vont être d'accord pour acheter son art, c'est-à-dire pour le comprendre et pour être satisfait de ce qu'il offre par son art, comme moyen de sublimer la personnalité de l'acquéreur à son tour. Bon. Et donc, en fait, et là, j'assume le fait d'être libéral, si vous voulez, à cet égard. C'est-à-dire que je pense que la personne prévaut sur le collectif, qui est au service de la personne, et pas l'inverse. Voilà, je ne sais pas si... Alors attendez, il y a une question là-bas au fond. On y reviendra peut-être, mais... Bonjour. Moi, je voulais savoir, j'avais une question... Ah, pardon. J'avais une question sur le droit. En fait, si j'ai bien compris, du coup, l'inégalité, c'est important pour la croissance économique. Et vous aviez dit que le problème, c'était quand, par exemple, les gens qui avaient pris des risques et s'étaient énormément enrichis, il y en avait certains qui abusaient et que ça créait des inégalités qui n'étaient pas forcément honnêtes, on va dire. Et est-ce que vous, d'autres théoriciens du droit, vous avez déjà pensé à des mesures qui pourraient faire en sorte que ce soit un peu plus équitable à la fin, qu'on garde le principe d'inégalité comme pour l'essor mondial et pour avoir plus de liberté pour collective, mais que pour éviter qu'on abuse de ces inégalités et que finalement, en fait, ça ne sert plus à rien. Par exemple, je ne sais pas moi, on m'avait raconté qu'en Thaïlande, il me semble que c'est ça, en Thaïlande, les commerçants d'eux-mêmes, ils faisaient un tarif préférentiel pour les locaux et pour les gens qui avaient plus de moyens.
voilà, une petite mesure comme ça qui fait qu'on traite un peu plus... voilà. C'est fini. Je réponds d'abord peut-être à cette question. Oui, je vois que les exemples que j'ai donnés sur le plan économique, on monopolise un peu le débat. Mais ce que je veux dire, c'est que la liberté, elle est importante à tous les niveaux. Elle est importante dans la recherche, donc elle est importante pour le chercheur. Si le chercheur, on lui dit il peut chercher tout ce qu'il veut du moment que c'est conforme à une religion X, il sera bridé dans sa recherche et il va trouver moins que si on lui laisse toute sa liberté. Donc ce n'est pas que le domaine économique. Et je dirais que c'est la même chose sur le plan intime, peut-être pourrais-je dire spirituel. C'est-à-dire celui qui cherche quelque chose de transcendant, il faut lui laisser, etc. Alors maintenant, vous me posez une autre question. Est-ce qu'il y a des moyens de brider l'inégalité sans empêcher qu'elle fonctionne? En quelque sorte, c'est ça votre question. Il y a un premier moyen, c'est le respect du droit en tout. C'est-à-dire de refuser tout ce qui est privilège. C'est-à-dire de refuser que les riches aient des passe-droits parce qu'ils sont riches, et de refuser que combien de marchés publics sont attribués aux uns ou aux autres parce qu'ils connaissent bien le secrétaire de l'Élysée ou l'adjoint du ministre. Le droit, c'est d'abord ça, c'est d'abord l'égalité devant la loi. Moi, je tiens, oui, vous allez me dire que peut-être c'est daté, mais je pense que la justice, elle ne peut pas être datée, elle est universelle, elle est de tous les temps. Et que, en fait, la justice, elle doit être objective. C'est pour ça que je ne peux pas répondre vraiment à votre question, parce que, enfin, je vais y répondre, mais pas comme vous souhaitez, parce que l'objectivité de la justice m'interdit, moi personnellement, dans ma pensée, d'imaginer des mesures qu'on taillerait pour ceux qui sont riches, parce qu'en fait, il y aura deux marchands de pommes, pour reprendre mon exemple un peu stupide, mais caricatural, qui permet de faire comprendre. Il y aura deux marchands de pommes, et il y en a un qui réussira à vendre 2 cajots par jour, et un autre qui vendra 2 tonnes par jour. Celui qui vend ces 2 cajots, il pourra vivre sans plus. Celui qui vend ces 2 tonnes, il va s'acheter une belle voiture. Bon. Mais ceci dit, du moment que l'un et l'autre ont rendu service en vendant des pommes à des gens qui avaient envie d'acheter des pommes, qu'ils ont volé personne, qu'ils ont respecté les droits des uns et des autres, leurs salariés, qu'ils ont payé normalement les gens, moi ça ne me gêne pas qu'il y en ait un qui puisse acheter une belle voiture et pas l'autre. C'est la vie de chacun. Ce qui me gêne, c'est qu'il y ait des pauvres, comme disait madame en face de moi, et dont les enfants ne puissent pas s'acheter leurs chaussures. Voilà, et je voudrais vous dire aussi un truc, c'est que le chercheur, vous décrivez une société qui empêcherait les chercheurs de chercher, qui voudrait les conditionner. Mais il y a aussi des gens très riches qui ne veulent qu'on cherche que dans leur sens pour produire les choses qui vont être vendables, et non pas notre recherche française qui était avant merveilleuse et où il y avait toute une liberté de chercher tout et n'importe quoi, et qui ensuite a été vendue à des profits particuliers qui, eux, ensuite ne veulent plus pour le moment, la recherche française, elle est quand même, pour la très grande part, enfin il y a des recherches d'entreprise, mais la recherche universitaire, elle dépend de l'État, donc en fait... Bon, il y a des crédits, bon, mais... Non, mais bon, attendez, si vous permettez, je réponds quand même complètement, je finis de répondre. Donc, ce que je veux dire, c'est que après ça, c'est un problème d'éducation aussi. C'est-à-dire que si celui qui a vendu ses 2 tonnes par jour de pommes se conduit comme un malotru simplement parce qu'il passe devant tout le monde dans la file de cinéma, parce que lui, il est plus riche, c'est un exemple idiot aussi, mais c'est un peu ça. Il écrase tout le monde parce qu'il est plus riche, ça n'a juste pas de sens. Mais ça, c'est une question d'éducation. Il n'y a pas de moyen de lutter par la loi, Alors, les taxer complètement, c'est là la mesure. Le vrai problème, c'est que si vous taxez abusivement, vous allez perdre la vitalité de la société elle-même. Non, mais c'est pas forcément... Moi, je parlais pas...
vous dites que la richesse fait perdre aux gens le sens de la mesure. C'est possible. C'est possible. Pas Alors, vous avez raison, le droit n'a pas à se ranger du côté des plus riches. Le droit égal pour tous, c'est le droit égal pour tous. Mais parce que ce sont des sociétés dans lesquelles le droit est dénaturé. C'est-à-dire que le droit, normalement, doit être le même pour tous. Et donc, c'est ce à quoi il faut tenir bon. Mais parce que l'homme est l'homme. Parce que l'homme est l'homme et que il faut que, dans ce cas-là, il faut que la justice condamne. C'est tout. Ah ben, le problème, c'est que la société doit avoir une justice, une police efficace pour que la vie sociale puisse être paisible et que les droits de chacun puissent être reconnus. Mais là, si vous voulez, on n'est plus dans le système restreint en plus de la France. On est dans une mondialisation avec des informations qui viennent de partout. Vous dites que la France, elle donne le plus au niveau social que tout le monde. Est-ce toujours bien distribué? Je ne sais pas, parce qu'on n'écoute pas, comme vous dites, les gens du terrain. Je l'ai vécu. Les lois sont proches des gens. Et indépendamment de ça, nous sommes dans une mondialisation. Et donc, on compare notre économie avec de telles autres économies qui ont des systèmes sociaux bien moindres que le nôtre. Donc, notre système social ne peut plus faire face. Alors, c'est bien sympathique de dire qu'on dépense beaucoup. Mais c'est toute une restructuration qu'on devrait faire. Je veux dire, c'est énorme ce qu'on devrait faire pour qu'on puisse être à la hauteur. Regardez-le dans les écoles, le harcèlement, regardez les problèmes d'Internet qui ne sont pas gérés. Tout ce pan d'une organisation, Bon, attendez, là je pense que tout le monde ne vous entend pas, parce que vous n'avez pas de micro. Et alors en plus, bon, on peut refaire le monde, hein, on peut refaire le monde. Mais je pense, moi personnellement, ce que vous évoquez là, c'est tout le problème de l'immigration, c'est complètement un autre problème. Non, mais c'est ce que vous évoquez à l'instant. Donc c'est un autre problème. Il y a une question là, monsieur. Il y a une question là. Mais on pourra en parler, mais on en parlera si vous voulez tout à l'heure. on pourra en parler des heures. Oui, donc la perception, d'abord je vous remercie pour votre prestation. La notion d'égalité, d'inégalité telle que vous en parlez, donc un état de droit tel que le nôtre, la notion d'égalité, et la notion donc d'inégalité propre à l'homme, je ne conteste pas du tout. Mais un état de droit, je veux dire, pour vivre en société, on est dans un état de droit, le rôle de l'État est important. Vous parlez beaucoup plus d'un libéralisme. Donc, et en fait, malgré tout, pour pouvoir vivre ensemble et pour que les hommes en fait puissent, qu'il puisse y avoir diminuer l'inégalité, qu'elle soit acceptable, qu'elle ne soit pas terrible, il faut quand même, malgré tout, qu'il y ait un état de droit au-dessus. Et donc, c'est l'État, vous contestez peut-être le rôle de l'État, mais tout ce qui est justice, police, contrôle social, répartition, en fait, pour diminuer les inégalités entre les hommes, je ne pense pas que le libéralisme et que chaque individu, de par lui-même, va agir de telle façon à ce que moi, je vais progresser et en même temps, je veux tenir compte que l'autre ne... Je veux dire, je trouve que c'est des grandes paroles, mais que ce n'est pas possible s'il n'y a pas l'État au-dessus qui est là pour réguler, pour permettre en fait que les gens puissent à la fois être libres, que l'inégalité ne soit pas inacceptable, parce que, vous savez, comme vous parliez du pain, il est à tel prix. Pour moi, je l'achète tel prix, il y a la notion d'échange, bon, je suis d'accord, mais il y a des gens qui n'ont pas le choix, et il y en a qui n'ont même pas de quoi payer le pain. Donc il faut qu'il y ait quand même une entité étatique, un droit qui fait que celui qui n'a pas la possibilité d'avoir du pain, mais il a son droit d'homme, même s'il n'a pas de revenus, même s'il n'est pas capable de travailler, même s'il n'a rien, il puisse manger. La notion d'avoir un toit, de manger, d'être éduqué, ça fait passer, je veux dire, ça fait partie de l'humanité, d'un droit humain, quelles que soient ses aptitudes personnelles. Et si on n'arrive pas à ça, eh bien, on a des conflits sociaux, on a des conflits
humain, Je- le libéralisme ne peut pas répondre s'il n'y a pas un contrôle étatique. Mais pour moi, ce n'est pas une question de libéralisme. Là. Bon, mais alors d'abord, l'état de droit. En fait, je pense que l'état de droit, c'est pas l'état qui est de droit. C'est un état des choses, un état de droit. L'état de droit, c'est le fait que le droit est respecté. C'est-à-dire le droit des uns et des autres, le droit qui permet à une société de vivre. C'est le respect de l'état de droit, c'est pas le respect de l'état qui est état de droit, c'est le respect des règles qui permettent de régir la société. Et l'État lui-même doit respecter cet état de droit. Je pense qu'on écrit trop souvent l'état de droit avec un E majuscule, mais c'est encore un autre débat. Et je comprends ce que vous dites, mais je pense que ce que vous dites est trop large. C'est-à-dire que notre devoir d'homme, d'être appartenant à l'espèce des hommes, qui nous est commune, nous oblige à des devoirs réciproques. C'est ce que vous exprimez. Mais ces devoirs, à mon avis, sont réels et effectivement, on confie à l'État le soin de les assumer à l'égard de ceux qui n'ont pas la capacité. De ceux qui n'ont pas la capacité. C'est-à-dire que des gens handicapés, de quelque façon que ce soit, qui ne peuvent pas travailler, ben, il est normal qu'on se cotise pour les faire payer. Cette cotisation, ça s'appelle l'impôt. Bon. Donc là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais le vrai problème, c'est qu'on détourne assez facilement ces systèmes pour que ce qui est donné aux uns et aux autres soit donné de manière si large qu'un certain nombre de personnes pourraient avoir, pas forcément intérêt, mais la facilité. Parce que c'est dur de travailler quand même. Donc, ça peut inciter des gens à ne pas travailler. Donc, la difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre, il faut que tous ceux qui en ont réellement besoin et qui ne peuvent pas en bénéficier par eux-mêmes parce qu'ils sont dans un état d'incapacité reconnue, soient pris en charge, mais il faut que seulement ceux-là soient pris en charge. Car si on prend en charge les autres, eh bien, à ce moment-là, on va déstabiliser la société et on va arriver à une société qui soit va être obligée de prélever tellement d'impôts qu'elle va faire fuir les riches et abaisser la société, comme on l'a dit, soit elle va en fait, ou peut-être les deux d'ailleurs, manquer d'argent pour assurer les responsabilités essentielles qui sont les siennes, la justice, l'ordre public, des choses comme ça. Et donc c'est compliqué. Et même d'ailleurs, à aider tout le monde, on ne peut plus aider bien ceux qui en ont vraiment besoin. C'est d'ailleurs un peu ce qui se passe à l'égard aujourd'hui des personnes dépendantes en France. À mon avis, on ne les prend pas en charge suffisamment parce que comme on aide trop de gens et qu'on accueille trop de gens qu'on doit aider, eh bien on n'y arrive plus. Voilà, excusez-moi de... Pardon ? Alors je suis totalement contre le revenu universel et pour les raisons suivantes. C'est que, alors, outre le fait que économiquement c'est presque de l'irréalisable, mais ce n'est pas l'essentiel. Même si c'était réalisable, le fait d'imaginer qu'on puisse vivre en mendiant me paraît contraire à notre nature d'homme. Nous ne sommes pas faits pour vivre en mendiant. Que ce soit le choix de certains, le choix de Diogène, moi je le respecte. Mais ceci dit, il faut que ce soit un choix volontaire et qu'il l'assume. Non, attendez, je vais jusqu'au bout. Je vous rendrai la parole. La personne ne s'accomplit que dans sa réalisation de son accomplissement par elle-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit... Sinon c'est un faux choix. Et donc, il faut qu'elles parviennent à l'assumer. Et c'est ce qu'on devrait leur apprendre plus à l'école. Parce qu'on ne leur apprend pas suffisamment l'effort. Quand on donne les notes à tout le monde, qu'on ne donne plus de notes d'ailleurs maintenant. Donc, on détruit cette
volonté d'accomplissement personnel. Voilà. Alors allez-y sur le revenu universel. Il y a une autre question là-bas. Attendez, on va vous donner un micro parce que tout le monde ne vous entend pas. Ah, mais tout le monde n'entend pas. Je disais qu'un revenu universel Mettez devant la bouche, sinon tout le monde n'entend pas. Un revenu universel de base permettrait aux gens de mieux travailler, de pouvoir choisir leur travail et par là même de se réaliser dans leur travail. Bah non, quand on donne suffisamment d'argent aux gens pour qu'ils puissent vivre ensemble dans une ferme au Larzac, eh bien vous allez en désinciter beaucoup à travailler. Alors il y avait une question là-haut. Oui, voilà. Devant la bouche, s'il vous plaît. Oui, j'ai bien compris que votre intervention était à la fois économique et fiscale. Simplement, je crois qu'on a un petit peu oublié l'humain dans tout ça, et c'est un petit peu ce qui me dérange, à savoir que on n'est pas tous égaux, ça c'est sûr, on le sait, et que je pense ce dont j'ai pensé quand vous avez fait votre exposé, c'est qu'il y a des enfants quand même qui sont exploités par ces gens qui veulent à la fois réussir, et on les paye 1 euro par jour, ils sont dans des conditions atroces, et ça je crois qu'on a oublié de le préciser. Alors attendez, là vous parlez donc de, en fait, vous pensez à des entreprises dans des pays où les enfants travaillent, c'est ça? Absolument, que ce soit des grandes marques, que ce soit... C'est l'exploitation de l'homme par l'homme, mais là c'est de l'enfant, et c'est ce qui me dérange. Mais, alors je comprends votre question, qui est une question d'ailleurs assez difficile, parce que dans certains pays, empêcher les enfants de travailler, c'est... peut-être aussi les empêcher de s'instruire ou autre, parce que bon, mais c'est assez compliqué comme question. Mais ceci dit, sur le principe, il faut évidemment tendre à la suppression de ce genre de pratique, c'est évident. Donc, non seulement je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des lois interdisant aux enfants de travailler, c'est celle qui existe en France, et d'ailleurs, aujourd'hui, pratiquement, il est interdit, enfin, on ne peut plus acheter à des entreprises qui ont ce genre de pratique. Bon. Donc, vous avez raison. Je vais même plus loin que vous, moi. C'est-à-dire que je pense qu'en France, je vais prendre l'exemple de l'instruction, parce et vous allez voir que mes solutions, qui vous choquent un peu, mais ont leur vertu aussi. En fait, aujourd'hui en France, on impose aux gens, en fonction de l'endroit où ils habitent, d'aller dans une école de proximité. Alors, on commence à faire d'ailleurs un petit peu, comme aux États-Unis on l'a fait à un moment, des mixités rendues obligatoires, mais théoriquement, parce qu'il y a les passe-droits, il y a ceux qui connaissent un tel et qui peuvent pas... Bon, mais dans le principe, les enfants doivent aller à l'école à laquelle ils sont assignés. Et donc, il n'y a pas de liberté scolaire. Et comme tous les enfants donc, se retrouvent assignés à cette école, ils la subissent. Et les parents avec eux. Je ne comprends pas pourquoi c'est l'État qui organise ces écoles sous cette contrainte, alors qu'en réalité, le rôle de l'État, comme vous le dites pour les enfants exploités d'ailleurs, c'est de faire en sorte que les enfants ne soient pas exploités et même de faire en sorte que les enfants soient instruits. Donc le rôle de l'État, c'est de s'assurer et de faire en sorte que tous les enfants soient instruits. Et chacun de la meilleure manière. Mais pour ce faire, est-ce que le mieux ne serait pas que l'école soit infiniment plus diversifiée, plutôt que d'avoir une école unique, comme on a aujourd'hui un collège unique? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'avoir des écoles? Alors je sais bien qu'il y a les écoles libres, mais en réalité elles ne sont pas vraiment libres d'ailleurs, parce que il y a un quota, elles ne peuvent pas dépasser 20% des élèves, et les professeurs sont payés par l'État, et elles doivent suivre les programmes de l'État, etc. Donc elles ne sont pas vraiment libres. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas aux parents, aux éducateurs, quand il n'y a plus de parents, ce qui arrive de plus en plus souvent, hélas, on vous donne pour vos enfants un bon scolaire, et vous mettez l'enfant dans l'école de votre choix. Ça peut être l'école publique si vous le souhaitez, ça peut être une école privée, c'est votre choix. Et en réalité, qu'est-ce qu'on ferait avec ça? Eh bien, on favoriserait la création d'une offre d'écoles très diversifiée, qui répondrait à tous les besoins.
Il y a des besoins pour des enfants qui ont une forme d'esprit, d'autres une autre, qui ont des capacités, d'autres, etc. Et je pense que ce serait infiniment plus intelligent. Pardon. Malheureusement, je vais l'annoncer. Ah, mais alors c'est très intéressant ce que vous dites. Plus personne n'ira dans les écoles publiques. Mais alors ça veut dire que l'école publique est médiocre. Mais non, on n'impose pas mais on n'impose pas la diversité. Alors, on n'impose pas la diversité. On va être obligé de... Bon, je crois qu'on va s'arrêter là.